la fin de cette première année, je constate que le président de la République a réussi à instaurer un climat de sérénité et de confiance sur le plan social, sur le plan politique. Climat très favorable à l'émergence de consensus sur les grandes questions nationales telles que la sécurité, l'école, l'économie par exemple. Et cette sérénité est née essentiellement de la démarche de gouvernance qui a été mise en œuvre par le président de la République. Gouvernance consistant à informer, à écouter, à consulter les différents groupes socio-économiques et politiques de notre pays sur ses priorités qu'il a déjà énoncées dès son investiture le 2 avril 2021, à savoir la bonne gouvernance, la sécurité, l'école, le développement rural. Mais surtout, il a su allier les actes aux paroles, ce qui a convaincu le public nigérien. Ainsi, pour moi, l'an 2 sera l'année où son gouvernement va dérouler tout son programme de campagne avec un environnement beaucoup moins conflictuel, plus consensuel, au grand bonheur des populations nigériennes qui n'attendent que cela. Avant d'énumérer les défis, il convient de préciser les priorités qui sont assignées au secteur agricole, et particulièrement à la production végétale. La première priorité, c'est le développement de l'irrigation. Parce qu'en effet, malgré de nombreuses années d'efforts qui ont été faits et qui ont contribué à augmenter de façon très significative les productions agricoles, surtout pluviales, il a suffi simplement d'une année de sécheresse, notamment l'année 2021, pour tout remettre en cause. Donc, l'irrigation est considérée comme la première priorité en matière de production végétale. La deuxième priorité, c'est les services aux producteurs, notamment les engrais, les semences améliorées, le matériel et l'équipement agricole, l'encadrement, le financement. Et enfin, la troisième priorité, c'est le stockage, la transformation et la commercialisation. Voilà les priorités qui sont assignées au secteur de production végétale. Et en regardant ces priorités, l'État a investi. Et l'État a investi dans le secteur agricole essentiellement à travers des projets. Sur les 90 milliards investis annuellement dans le domaine de la production végétale, 75 à 80, sinon plus, milliards sont gérés par les projets. Il se trouve que ces projets ne sont pas toujours alignés sur ces priorités que j'ai mentionnées plus haut. Donc, c'est le premier défi, amener les projets à financer les priorités qui sont identifiées par le gouvernement. Le deuxième défi, c'est même l'efficacité de ces financements. L'efficacité de ces financements s'entend par la réalisation des prévisions. Ce n'est pas toujours, et c'est très fréquent, que les prévisions ne soient pas atteintes. Et c'est important que ces projets améliorent l'efficacité. Ensuite, la faible consommation de crédit. Par exemple, en 2021, il a été libéré 90% des financements prévus pour le développement rural. Seuls 53% ont été consommés. Cette capacité de consommation de crédit est très faible. Cela est dû à des facteurs internes
aux unités de gestion des projets, à des facteurs liés aux partenaires qui ont des procédures assez longues et assez souvent à la faiblesse des prestataires, surtout pour les travaux. Donc, pour nous, il est important que ces investissements publics soient alignés dès leur conception. Ça veut dire qu'ils prennent en compte les priorités de l'État. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, que les nombreuses unités de gestion ne permettent pas une gestion efficiente des financements. Ce qui fait que nous recommandons au niveau de notre ministère qu'on leur revienne à la gestion programme, comme on le fait déjà au niveau du budget programme. Il faut que tous ces projets soient réunis dans des programmes et ces programmes soient gérés par les ministères avec la mise en place des fonds communs qui vont être gouvernés de façon plurielle par plusieurs acteurs, y compris les bailleurs de fonds, qui vont participer à la planification, à la gestion, au suivi et au contrôle de ces fonds qui sont mis en place. Voilà un peu la tendance vers laquelle nous nous acheminons au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous avons trouvé des réformes en cours et nous avons initié de nouvelles. Parmi les réformes en cours, nous avons la réforme du secteur de l'engrais, où nous avons parachevé le cadre institutionnel et nous avons opérationnalisé en délivrant un certain nombre d'agréments aux opérateurs pour qu'ils approvisionnent le marché national en intrants. Nous avons également fait adopter la politique foncière rurale qui a été initiée il y a bientôt 9 ans. Nous avons fait adopter par le gouvernement le document de politique et son plan d'action. Cette politique foncière va permettre de mettre en place un cadre légal pour pouvoir permettre des investissements massifs, surtout des investissements privés. Parce qu'actuellement, les questions de foncier rural sont très très épineuses et empêchent des investissements privés. Ensuite, nous avons fait adopter la stratégie de développement du riz, la SNDR. C'est une stratégie dont l'élaboration a été initiée il y a 3 ans et que nous avons fait adopter. Son objectif est de satisfaire les besoins en riz, les besoins nationaux en riz, d'ici 2030 et même d'en exporter le supplément. Au niveau des semences améliorées, nous avons trouvé une situation un peu non désirable, je dirais. Parce que les semenciers, les producteurs de semences produisent pour l'État, pour vendre à l'État. Ce qui n'est pas normal. Ils doivent produire pour vendre aux producteurs agricoles. Alors le résultat est que si l'État n'achète pas, ce sont des problèmes de stock, difficulté de stock à écouler. Alors, j'ai posé ce diagnostic comme étant une situation très nuisible, une situation qui met en danger la durabilité de notre système semencier. Et que logiquement, les semenciers doivent mettre en place des circuits de distribution aux producteurs, jusqu'aux communes, jusqu'aux gros villages, avec des conditionnements plus adaptés, en petite quantité, 1 kg, 2 kg, 3 kg, pour que les producteurs, dès les premières pluies utiles, achètent ces semences pour les semer. Et non attendre que l'État achemine à partir du niveau central des semences jusque dans les champs. Donc, dans ce cadre-là, nous avons trouvé un partenaire qui appuie les producteurs de semences à mettre en place ces réseaux de distribution privée et nous allons tester ces dispositifs dès cette campagne pluviale 2022. On a distribué jusqu'à 3700 semences pour la campagne passée. On a mis à la disposition du pays environ 90 000 tonnes
d'engrais qui sont importés par plus de 150 opérateurs privés. Nous avons opérationnalisé 10 maisons de paysans en leur fournissant des semences, des engrais et de l'énergie électrique solaire. Pour la petite irrigation, nous avons aménagé plus de 1300 hectares pour la petite irrigation, avec tout le nécessaire du réseau californien, etc. Et nous avons réhabilité pratiquement des ouvrages avec 111 seuils et 5 mares que nous avons creusés pour réhabiliter. Et dans le domaine malheureusement de la grande irrigation, nous n'avons pas pu faire de réalisations cette année, mais nous avons fait des réhabilitations sur 2850 hectares et nous avons protégé les digues à Niamey, si vous avez dû le voir. C'est cet aménagement pour protéger 1174 hectares. Et la lutte contre les ennemis de culture, où nous avons intervenu 83% des superficies qui ont été déclarées infectées. Et nous avons introduit des ennemis naturels de la chenille mineuse sur 160 000 hectares environ. Et les criquets pèlerins, nous avons fait régulièrement les prospections. Et enfin, en termes de technologies nouvelles, l'INRAN a introduit autour de 54 technologies nouvelles en milieu agricole. Voilà sommairement les réalisations physiques qu'on peut rapporter, mais il y en a beaucoup d'autres. Notre département ministériel a tiré la sonnette d'alarme très tôt. Dès le 7 octobre 2021, où nous avons fait une communication au Conseil des ministres pour mettre l'accent sur le caractère préoccupant du déroulement de la campagne. Nous suspections déjà que cette campagne risque de ne pas répondre à nos attentes. Suite à cette communication, le gouvernement a aussitôt dépêché les missions ministérielles de préévaluation sur le terrain, et les missions de préévaluation ont confirmé cette tendance-là. Et à l'évaluation finale, nous avons en réalité observé plus de 2 millions de tonnes de déficit céréalier qui touchent 6430 villages déficitaires à plus de 50% et plus de 8 500 000 personnes sont affectées. Donc c'est au regard de ces lourds déficits que le gouvernement, comme vous le savez, a élaboré un plan d'urgence pour couvrir les différents secteurs. Dans le domaine agricole, nous avons élaboré un plan d'urgence de culture irriguée d'environ 11,4 milliards qui doivent nous permettre de produire plus de 150 000 tonnes d'équivalent céréalier. Actuellement, nous avons mis ce programme en œuvre sur environ 40% de prévisions et on constate actuellement au niveau des grands centres de consommation, au niveau des villes, une disponibilité assez substantielle de produits maraîchers. Et concernant Niamey, actuellement, nous sommes inondés de pommes de terre en provenance de la zone de Bonkoukou, que vous connaissez bien. Donc, pour l'instant, ça évolue bien, les cultures irriguées du plan d'urgence du ministère de l'Agriculture. Actuellement, les marchés sont approvisionnés en produits maraîchers. Après tout, le volet urgence de l'agriculture, c'est les cultures irriguées. Actuellement, c'est le maraîchage. Et vous avez sur le marché suffisamment de produits maraîchers, salades, choux, pommes de terre actuellement qui commencent à venir en Niamey. Donc pour nous, le programme d'urgence volet agriculture est en train de porter ses fruits. Il faut rappeler que dans le programme de campagne de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État,
il a été retenu un certain nombre de filières, qu'on a appelé filières, les programmes phares. C'est le cas du niébé, c'est le cas de l'oignon, c'est le cas du riz, c'est le cas de la tomate, du sésame, pommes de terre, canne à sucre. Normalement, ces cultures doivent être développées pour aboutir à la mise en place de l'agro-industrie. Pour l'instant, nous avons les résultats d'une étude récente qui nous disent que ces produits en réalité que je viens de citer sont compétitifs pour certains, aussi bien au niveau national que régional, pour d'autres au niveau national. Mais dans l'ensemble, cette étude de la CAPEJ qui a été diffusée en juillet 2021 montre que la compétitivité de nos produits agricoles diminue constamment sur les 15 dernières années. Nous avons bien sûr la compétitivité sur les produits, mais notre part régresse, du marché régresse. Cela est dû à l'absence ou à la faible accessibilité au crédit pour les investissements, et parfois très faible investissement, c'est des petits investissements familiaux, nous n'avons pas de grands investissements, difficulté d'accès aux intrants, les semences et les engrais, difficulté de transformation, nous avons beaucoup de problèmes, et assez souvent difficulté d'encadrement. Le personnel est insuffisant pour bien encadrer en réalité ces transformations. Alors toutes ces contraintes ont eu lieu et exercent leur effet dans un contexte de questions foncières cruciales. Aujourd'hui, l'accès au foncier, surtout à des grandes superficies pour l'investissement, est très difficile parce que nous n'avons pas clarifié beaucoup de choses. Et c'est ça d'ailleurs le sens de la politique foncière rurale qui a été adoptée, qui permet de définir le cadre, de déterminer ce qu'il y a à l'État, ce qui est au privé, afin de favoriser les investissements. Donc, il faut signaler que plusieurs de ces contraintes sont quand même déjà identifiées par l'État et qui a essayé de mettre en place des solutions. Maintenant, il reste à l'État d'accélérer et d'amplifier et de mettre à l'échelle les solutions préconisées pour que rapidement ces chaînes se développent et que ces produits et d'autres aboutissent à une certaine industrialisation au niveau de notre pays. Chaque année, plus ou moins 200 à 300 milliards de plans de soutien pour appuyer les ménages vulnérables. Cette année, nous sommes aux alentours à plus de 400 milliards. Si vous prenez le plan de zone 160 milliards et le plan de soutien autour de 280, nous sommes au-delà de 400 milliards de plans de soutien. Chaque année, nous le faisons. Imaginez que ces 200-300 milliards soient investis dans l'irrigation. Je suis convaincu qu'au bout d'un certain nombre d'années, nous aurons de moins en moins de plans de soutien à élaborer. Nous aurons un système de production agricole durable qui nous permettra de subvenir à nos besoins. C'est pourquoi je lance personnellement un appel à tous les Nigériens pour qu'ils investissent dans la production irriguée sur des superficies de plus en plus grandes et pour dégager des richesses qui sont utiles pour le pays et surtout pour reculer l'insécurité alimentaire.